Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. La conférence africaine sur les zones protégées est prévue à Kigali du 7 au 12 mars de cette année et les préparatifs vont bon train. La Cour d'appel a débuté un procès en appel dans l'affaire Paul Rusesabagina et ses co-accusés du groupe terroriste MRCD-FLN, car certains condamnés ayant sollicité des réductions de peine et les parties civiles sollicitant une indemnisation. À 10 jours de la date butoir pour la déclaration et les paiements de l'impôt sur le patrimoine immobilisé, l'Office rwandais de recettes avertit tous ceux qui sont concernés à s'acquitter à temps pour éviter les pénalités. Et puis, à la Côte d'Ivoire, nous aurons en ligne Sylvain Henri Cissé, journaliste et spécialiste en sport. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au moment où le Rwanda s'apprête à abriter la conférence sur la préservation de zones protégées en Afrique, la ministre de l'Environnement, Dr Jeanne d'Arc Maria, indique que le pays est en pleine préparation, qui revient surtout sur l'application de toutes les restrictions sanitaires contre la Covid-19. Kassim Issouf nous fait le point. Cette conférence, qui va se dérouler pour la première fois en Afrique, va rassembler des chefs d'État et de gouvernement, des organisations de préservation de l'environnement, différents partenaires dans ce secteur et d'autres. Dans le cadre des préparatifs de cette conférence prévue en mars de cette année, ont été présentés des chefs d'État et de gouvernement qui ont affiché la volonté politique pour la sauvegarde de l'environnement et particulièrement les zones protégées. Il s'agit notamment de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Botswana, Festus Mogaï, et l'ancien premier ministre de l'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn Boch, qui indique que c'est la volonté politique des dirigeants africains qui permettra la sauvegarde des écosystèmes, surtout qu'ils conservent une immense richesse utile à l'homme. Des scientifiques à travers le monde ont déjà prédit que si rien n'est fait, nous perdrions 60% des zones où nous devrions normalement investir dans le cadre de la préservation de l'environnement sur le continent africain. Nous devons prendre cela au sérieux et je suis sûr que nous en sommes capables. Je suis d'accord que nous avons l'opportunité d'y investir afin que l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine soit atteint. Le continent africain dispose d'environ 700 zones protégées, mais elles ne sont pas convenablement préservées. Les activistes en matière de la promotion de l'environnement estiment que la collaboration des pays et de leurs partenaires devrait prendre les devants dans la sauvegarde de ces zones dans l'intérêt de la population tant aujourd'hui que dans l'avenir. Nous devrions nous rappeler que les bonnes stratégies ne sont pas suffisantes. En tant qu'organisation internationale de protection de l'environnement, nous estimons que pour que l'avenir de la biodiversité soit excellent, il faut que les Africains changent de mentalité. Nous disons fermement que c'est la gouvernance du continent africain qui fera que le développement de l'environnement soit effectif. Cette conférence va se tenir alors que le monde est confronté à la pandémie de Covid-19. La ministre de l'Environnement, le Dr Jeanne d'Arc Maria, souligne que le pays fait tout son possible pour que les préparatifs et le déroulement de cette conférence se passent dans de bonnes conditions en appliquant les instructions préventives contre cette pandémie. Nous n'avons aucune inquiétude d'abriter une grande conférence, d'autant plus qu'elle n'est pas la première que nous accueillons en période de Covid. Il y a des conférences importantes que nous avons abritées
avant la vaccination et maintenant nous sommes vaccinés et nous avons pris la dose de rappel. Vous comprenez que nous sommes prêts, mais cela ne va pas empêcher qu'on applique les mesures, notamment la vaccination, le dépistage pour les participants tant locaux qu'étrangers, la distanciation sociale et se laver les mains plusieurs fois possible. zo gufata intera hagati yawe n'undi no gukomeza gukaraba intoki kenshi bishoboka. La conférence africaine sur les zones protégées est prévue à Kigali du 7 au 12 mars cette année et va également se dérouler virtuellement. Les discussions porteront notamment sur ce qu'il faut faire pour sauvegarder les zones protégées en Afrique et sur comment trouver des fonds à investir dans ces activités qui nécessitent au moins 700 milliards de dollars chaque année. Toujours en actualité, le chef d'état-major des forces armées sud-africaines, le général Mampuya, loue la collaboration qui continue de se manifester entre les forces rwandaises de défense en mission au Mozambique, les forces du Mozambique et celles de la communauté des États d'Afrique australe dans la lutte contre les groupes terroristes dans la province de Cabo Delgado. Cette indication a été faite à l'issue d'une visite effectuée au quartier général du contingent rwandais dans la ville de Mochiboa de Praia, dans la province de Cabo Delgado. Justice à présent, la Cour d'appel a débuté le procès en appel dans l'affaire Paul Rusesabagina et ses co-accusés du groupe terroriste MRCD FLN. Ils avaient été reconnus coupables de terrorisme et des peines de prison avaient été prononcées contre eux. Certains condamnés sollicitant des réductions de peines et les parties civiles sollicitant une indemnisation. Le procès a été remis à la Cour d'appel. Estimé que le parquet avait fait appel de l'intitulé du crime, des infractions que la haute cour n'avait pas retenues contre les accusés et des peines prononcées par le parquet en arguant qu'il était contraire aux dispositions de la loi. Et pour les condamnés qui ont fait appel, inclure ceux qui n'étaient pas satisfaits de la peine, ceux qui ont plaidé coupables et qui n'ont pas été commués, ceux qui ont été condamnés pour des infractions non prouvées, entre autres cas. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'expliquer leurs griefs liés à la décision de la Haute Cour rendue en septembre de l'année dernière. Les parties civiles réclamant une indemnisation ont fait appel en exprimant leur mécontentement quant à la manière dont les indemnisations ont été déterminées. Il y a aussi ceux qui n'ont pas été indemnisés en raison du manque ou de l'insuffisance des preuves et qui ont fait appel au tribunal pour entendre des témoins sur ce qui s'est passé. Le dossier lié à l'indemnisation est prévu le mercredi de la semaine prochaine. Quant à l'intitulé du crime, l'accusation a pris la parole, expliquant que les tribunaux de première instance avaient jugé que Paul Rusesabagina, Sabimana Calixte, connu sous le surnom Sankara, et Nzeimana Mark n'avaient jamais participé à la réalisation d'attentats terroristes, mais avaient participé à la planification en arguant qu'un paragraphe de la loi avait été ignoré. Ce qui explique que la loi stipule que le chef d'un groupe terroriste ou celui qui incite d'autres personnes à commettre des terrorismes ou d'autres infractions connexes est puni en tant qu'auteur. C'est ainsi que Calixte Sabimana, dit Sankara, a été appelé à la barre et a noté qu'il ne croit pas qu'un porte-parole d'un groupe armé devait être accusé et emprisonné pour les actes commis par des militants à une époque où il n'avait pas rejoint la force, alors qu'il était encore aux Comores. Son avocat, Rugeyo Jean, a en outre ajouté que son client a plaidé coupable et demande que sa peine soit réduite. Pour les infractions pour lesquelles les accusés ont été acquittés, telles que la création d'un groupe terroriste, le procureur allègue que le tribunal n'a pas correctement analysé la clause d'acquittement où 13 accusés, dont Rusesabagina Paul, Sabimana Calixte dit Sankara et Herman Sengimana, ont été acquittés de ces délits. Le parquet constate que le tribunal aurait statué en se basant sur les affaires tranchées en 2016 plutôt que sur les précédentes. Jugeant donc raisonnable que Sabimana Calixte Sankara, Rusesabagina Paul, Nzeimana Mark et Bizimana Kassien soient reconnus coupables d'avoir créé une milice et 9 autres d'avoir rejoint une milice.
Pour l'affaire des financements du terrorisme dont Paul Rusesabagina a été acquitté, le parquet constate que les charges retenues contre lui sont conformes aux dispositions du Code pénal. Le tribunal a statué que la personne condamnée pour ces crimes devait être un étranger et le parquet estime nécessaire que cette condamnation s'applique également aux fondateurs du groupe, comme le stipule la loi. Le tribunal a également condamné Paul Rusesabagina, des collègues de fonds pour le MRSD-FLN, mais ne l'a pas reconnu coupable de parrainage du terrorisme. C'est là que le parquet demande que les deux actes soient traités comme deux infractions connexes ayant un même mobile de création d'un groupe terroriste et de parrainage du terrorisme. Cette audience d'appel se déroule en l'absence de Paul Rusesabagina et de ses avocats, alors que ses co-accusés sont bien présents. La prochaine audience est prévue lundi de la semaine prochaine. Dans le social, au niveau du pays, certains chauffeurs se plaignent du fait qu'ils subissent parfois des sanctions pour cause d'excès de vitesse, car les appareils conçus pour limiter la vitesse ayant été débranchés. Pour ces chauffeurs, c'est un problème des réseaux qui brouillent ces appareils dans certaines parties du pays. Le récit d'Amandine Dikoumassabou. À la gare de Nyabugogo dans la ville de Kigali, les chauffeurs se préparent pour le déplacement des passagers vers différentes localités du pays. Ils apprécient tous les appareils installés dans le bus pour limiter la vitesse car depuis la mise en place de cette méthode, il y a une diminution considérable du taux d'accident. Toutefois, ils font face à un défi causé par le manque de réseau dans certaines localités. Ce qui déconnecte ces appareils a induit les chauffeurs en erreur. Nous sommes souvent confrontés aux problèmes de réseau. Moi, par exemple, je conduisais en quittant Ngororero vers Kigali. J'avais des passagers avec moi et je roulais à une vitesse normale. Mais un agent de la police m'a arrêté me disant que j'ai roulé vite selon l'indication de son appareil. Pourtant, j'ai roulé à 55 km/h et c'était même une route droite pour que je roule vite. Donc, je faisais beaucoup attention. Cette infraction coûtait une demande de 200 000 francs rwandais que je devais directement payer. La direction de l'institution Pascal Technologies, l'une des institutions qui pourvoit ce matériel de limitation de la vitesse, explique comment fonctionnent ces appareils. C'est la technologie. Le GPS peut perdre la vitesse et lorsque tout revient à la normale, tout ce qu'il a raté se calcule automatiquement. Les agents de la police constatent que le GPS n'a pas donné une information à un certain moment, ce qui fait que le véhicule soit localisé à Kichukiro par exemple, alors qu'il a été arrêté à Musanze. On peut croire que quelqu'un l'a débranché. Le directeur général de l'Office rwandais de régulation des services publics, RURA en sigle et en anglais, Dr Sabimana Ernest, s'est exprimé à propos du défi des chauffeurs de bus de transport en commun. Ces appareils qui limitent la vitesse peuvent être déconnectés pendant un moment dans une zone où le réseau n'est pas stable. Et des fois, c'est un problème technique, mais d'autres, les chauffeurs les débranchent comme il a été observé dans certaines situations. Mais ce n'est pas fréquent. Certains chauffeurs se plaignent, demandent qui leur est infligé. À la base, c'était difficile de faire un suivi, mais une équipe technique a été mise en place pour tracer et voir ce qui a causé la déconnexion de cet appareil. Et depuis lors, il n'y a plus d'injustice dans ce genre d'infraction. Jusqu'à présent, l'institution Pascal Technologies a 60% de la responsabilité des appareils qui limitent la vitesse connue comme Speed Governor et les GPS qui sont utilisés dans les véhicules conduisant les passagers et les produits. À 10 jours de la date butoir pour la déclaration et les paiements de l'impôt sur le patrimoine immobilisé, l'Office rwandais des recettes avertit tous ceux qui sont concernés à s'acquitter à temps pour éviter les pénalités. Les explications avec Kassim Youssouf. Un peu partout sur le territoire national, la population participe activement à la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu de location, la patente et l'impôt sur le patrimoine immobilisé. Les concernés disent être à pied d'œuvre pour éviter d'éventuelles pénalités. Nous avons payé l'impôt. Si on le fait à temps, on va que sans souci à ses occupations et cela permet d'éviter d'éventuelles pénalités. Payer l'impôt au dernier moment fait qu'il y ait des longues files d'attente. On paye à temps pour éviter des bousculades et des pénalités.
Il y a par contre des contribuables qui disent attendre le dernier moment pour payer l'impôt parce qu'ils n'ont pas d'argent maintenant ou qu'ils l'exploitent encore pour se faire des bénéfices. Nous sommes en train de chercher l'argent, mais nous payerons avant la date limite. Si on ne paye pas à temps, nous subissons des pénalités, raison pour laquelle on doit payer avant la date limite. La date butoir pour le paiement de l'impôt sur le patrimoine immobilisé a été reportée au 31 janvier 2022, mais le taux de paiement est encore faible. L'Office rwandais des recettes indique que la population ne doit pas attendre la date limite pour payer l'impôt ou être en retard car elle subit des conséquences. Qu'ils fassent la déclaration et payent. Parfois, nous les invitons à ne pas attendre le dernier jour pour le faire. On peut faire la déclaration maintenant et payer après sans toutefois dépasser la date limite. L'analyse que nous avons effectuée montre que la population a l'habitude de payer au dernier moment. Même si nous nous servons de la technologie, c'est comme un embouteillage dans une même route. Le constat est que le taux de participation est bas. Il y a où il est à 30% ou à 40%. Là où il est très faible, c'est pour l'impôt sur le patrimoine immobilisé. La population enregistrée pour le paiement de l'impôt sur le patrimoine immobilisé est d'environ 1 million, celle qui paye la patente est d'environ 400 000 et celle pour l'impôt sur le revenu de location est de 36 000. Actualité nationale en bref et en images, avec donc la visite des sénateurs au niveau du village des Gikomero. Les résidents des villages modernes du district des Gasabo ont montré à la commission extraordinaire du Sénat qu'ils ont des problèmes de manque de superficie pour effectuer des activités agricoles, ainsi que les défis des transports en commun, car le bus n'arrive pas au niveau de ces villages. L'honorable qui représentait la délégation de sénateurs en visite dans ce village, sénatrice Ouera Pélagie, a souligné que pour ce problème, il y aura un suivi et que pour certains défis, un rapport devra être soumis à l'Assemblée générale du Sénat, ainsi que pour d'autres, il sera juste question de faire un plaidoyer. Et puis en district de Rouillé, une campagne visant à encourager les élèves à revenir à l'école a été lancée et c'est 8000 élèves, enfants, qui en ont bénéficié. Cette situation d'abandon s'explique notamment par le fait que certains parents prennent à la légère l'éducation de leurs enfants et le problème de la pauvreté dans les familles. Les détails avec Amandine Dikoumassabo. Les deux établissements que la télévision rwandaise a visités, dans l'école secondaire de Lugango située dans le secteur de Mpazi en district de Rouillé et l'école secondaire de Sovo située dans le secteur de Rouillé, ont un total de 60 élèves qui ont quitté l'école. Certains habitants de cette localité disent que cela est dû en grande partie aux parents qui ne se soucient pas du comportement de leurs enfants, mais aussi au problème de la pauvreté des familles. Il arrive qu'un parent ait beaucoup d'enfants, par exemple 4. Nous payons 2000 francs pour chaque enfant et pour eux, obtenir 8000 francs à chaque trimestre devient difficile. Les directeurs des écoles que nous avons visitées ont souligné qu'ils collaborent avec les différentes autorités pour amener les enfants à l'école, mais que certains enfants qui ont abandonné l'école ne vivent plus dans leur région d'origine. Certains de nos élèves ne sont pas retournés à l'école pour diverses raisons, car ils avaient passé beaucoup de temps à la maison. Nous avons appris que certains d'entre eux ont trouvé un emploi ailleurs, tandis que d'autres sont toujours chez eux pour diverses raisons dans leur famille, dont certaines résultent de la pandémie de Covid-19. Au marché de Gako, situé dans le secteur de Rouillé, une campagne d'une semaine pour ramener à l'école les enfants déscolarisés a été lancée. Certains enfants effectuent des activités rentables et d'autres se promènent au marché. Plusieurs enfants disent avoir abandonné l'école pour chercher du matériel scolaire. Kangesh Annonciat, chargé du bien-être social au district de Rouillé, a noté qu'en abordant le problème des abandons scolaires, l'administration du district prévoit de travailler avec toutes les autorités en charge, en particulier les instances de base pour relever ce défi. Cette campagne de 7 jours sera effectuée en porte-à-porte à leur domicile, car la sensibilisation normale ne change pas grand-chose. Nous les connaissons et nous nous rendons chez eux, car nous travaillons en partenariat avec les instances de base et les enseignants.
Dans le district de Houyi, on estime qu'un total de 1832 enfants avaient abandonné l'école. Et il est prévu que tous retournent sur le banc de l'école. Nous ouvrons la page sport avec un national. La présentation ce jeudi en district des Roubavu des Ironman 70.3, une série de courses de longue distance. Le 110.3 fait référence à la distance totale des 1000 parcourus par la course, consistant à une natation de 1,2 000, une balade à vélo de 56 000 et une course de 13,2 000. Cette compétition va se dérouler à Roubavu pendant 10 jours à partir du 14 août 2022. La ministre du Sport, Munyagaju Aurore Mimosa, indique ici que c'est un honneur que le Rwanda ait été sélectionné pour abriter cette compétition et rassure que les préparatifs vont bon train. C'est un honneur pour le Rwanda d'avoir été sélectionné et mis au programme de compétition de Ironman 70.3. C'est également un honneur pour les partenaires tant nationaux qu'étrangers qui accordent de l'importance aux efforts combien considérables que notre pays déploie pour être le foyer d'activités sportives. Et puis, le triathlon est essentiel car il lie le sport au tourisme. Nous sommes sûrs que ceux qui vont participer à cette compétition vont commencer à se faire inscrire dès aujourd'hui pour partager l'expérience de la vie. Voilà donc pour le journal de ce soir. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette édition. Excellente suite de programme sur la télévision rwandaise.